Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des batailles de l'histoire, consacré aujourd'hui à un moment clé de la guerre civile syrienne que vous m'avez déjà beaucoup demandé, c'est la bataille de Raqqa. Et qui dit nouvelle bataille, dit nouveau matériel. Vous en êtes peut-être déjà rendu compte, mais le son est de bien meilleure qualité. Et oui, j'ai fini enfin par m'équiper d'un vrai micro. Alors je l'espère, ça vous rendra l'écoute de mes différentes séries plus agréable. Alors, Raqqa, dont l'écriture d'ailleurs varie beaucoup. Parfois c'est écrit avec 2 C, parfois avec 2 Q. On a aussi l'écriture avec un H à la fin, et plus rare, avec une particule AR située juste devant. Moi, j'ai pris le parti de prendre l'écriture que je retrouve dans la presse française, mais aussi parmi les ouvrages des historiens, c'est Raqqa avec 2 Q. Alors Raqqa, qui est la capitale du gouvernorat qui porte son nom. C'est une ville qui compte, en 2011, 240 000 habitants. Elle est adossée sur l'Euphrate, et d'ailleurs qui est enjambée par 2 ponts, dont vous voyez ici des photographies. Raqqa, c'est une ville au passé ancien, construite par Séleucos II, et ceux qui me suivent dans les épisodes sur l'Antiquité vont s'y reconnaître. Son ancien nom n'est autre que Callinicum. Là où s'est jouée la bataille entre Romains et Perses en 531 et que nous avions reconstitué avec Shadow dans un précédent épisode. Ce passé, il est visible dans la ville, par ses fortifications médiévales qui entourent la vieille ville, et dont vous voyez ici une très belle photographie. La morphologie des quartiers à l'intérieur de cette vieille ville est comparable à celle de Mossoul, et au cœur de cette vieille ville, on a l'ancienne mosquée. Mais Raqqa, c'est aussi une ville au quartier récent, qui a connu un grand développement sous l'égide du régime baassiste, qui dans les années 1970 a voulu en faire une vitrine en reconstruisant certains quartiers et en bâtissant d'autres, ainsi que des places à la gloire du régime, dont celle que vous voyez ici, sur laquelle a été érigée la statue du père de Bachar al-Assad. Mais attention, il n'y a pas que la ville qui est concernée par cette bataille. L'espace de l'opération Colère de l'Euphrate s'étend sur les gouvernorats de Raqqa, mais aussi de Deir ez-Zor. Il est en quelque sorte délimité par l'Euphrate sur son côté sud et ouest, où les différents barrages, dont celui de Tabqa, ont formé le lac Assad, et sur son côté est, il est délimité par l'un des affluents de l'Euphrate, qui s'appelle le Cabour. Alors cet espace se caractérise plutôt par des espaces arides, de basse altitude, on est en dessous des 200 mètres, des steppes, voire du désert, notamment au niveau du plateau de Djézireh, sur lequel on a des tribus telles que les Chamars, qui pratiquent encore le nomadisme. Mais une rivière coupe la monotonie de ce paysage rocailleux. Le Belik, qui prend sa source en Turquie, dont la plaine de Harran capte une grande partie de l'eau, puis coupe de nord en sud le gouvernorat de Raqqa. Le Belik a un débit très faible, c'est 6 mètres cubes par seconde, mais à l'aide de nombreux canaux, il forme un couloir de terre fertile et irrigué, large d'environ 3 km, et bordé par des agglomérations assez resserrées et peuplées de paysans, tels que Chek Hassan ou Tal Saman. Cette rivière se jette dans l'Euphrate, à l'est de la ville, mais à une vingtaine de kilomètres au nord de Raqqa, vous avez un canal important qui part à l'ouest, et ça forme ainsi une sorte de Y inversé, à l'intérieur duquel vous avez la plaine du Jalab, qui contient de nombreuses terres irriguées grâce à un réseau dense de canaux. Quant à la population, elle se concentre sur les pourtours de l'Euphrate et du Belik. Les principaux axes de communication sont la route Raqqa-Deir ez-Zor, c'est la numéro 4, et vous avez la route qui part de Raqqa jusque vers la Turquie, c'est la route numéro 6. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que des batailles de Raqqa, il n'y en a pas eu qu'une seule. C'est déjà la 4e depuis le début de la guerre civile. On en a eu une première en 2013,
où la ville, après une période relativement calme au début de la Révolution, est prise aux forces gouvernementales par une coalition de rebelles regroupant à la fois des forces de l'ASL et d'islamistes. Mais par la suite, ce sont les islamistes qui vont s'imposer dans la ville, notamment ceux du mouvement Al-Nosra, qui vont chasser les autres éléments rebelles. Puis, on arrive au mois de juin 2013, c'est un nouvel arrivant dans le pays, le IIL, qui est l'ancêtre de l'État islamique, qui arrive de l'Irak et qui prend le contrôle de la ville. Comme c'est la première capitale provinciale dont il s'empare, et que cette ville est un véritable symbole car elle a été conquise par les musulmans sur les Byzantins, puis ça a été la capitale de l'Empire abbasside qui est considérée comme l'âge d'or des musulmans, et bien pour toutes ces raisons, les djihadistes font de cette ville leur QG. Et c'est la raison pour laquelle Raqqa est aujourd'hui considérée comme le fief de l'État islamique, si ce n'est sa capitale. À ce propos, je vous encourage à regarder le documentaire sur Raqqa, dont je vais mettre le lien en dessous de la vidéo, et qui a été fait à partir de vidéos prises, évidemment, de façon cachée, et qui permet de voir le Raqqa, mais vu de l'intérieur de l'État islamique. Alors, cette bataille est suivie par une deuxième bataille qui fait rage dans Raqqa en janvier 2014, où des rebelles tentent de reprendre, mais sans succès, la ville à l'EIIL. Une troisième bataille de Raqqa, mais celle-ci est plus récente, c'est celle où les FDS, alors qui est constitué de Kurdes et Syriens, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est exactement, lancent une offensive depuis le nord du gouvernorat afin de s'approcher de Raqqa dans le but de consolider leur base territoriale. Alors l'objectif n'était absolument pas de prendre la ville. La bataille dont nous allons parler aujourd'hui est donc la quatrième du nom. Sa véritable dénomination n'est pas la bataille de Raqqa, mais c'est l'opération Colère de l'Euphrate. Alors cette opération débute le 5 novembre, mais c'est le 6 novembre que Jihan Sheikh Ahmad, qui est la porte-parole des FDS, officialise cette offensive dont l'objectif final est, cette fois-ci, la ville de Raqqa. Cette offensive est lancée dans un contexte précis, celui où Raqqa est déjà l'objet de convoitises de plusieurs partis. On a tout d'abord les forces gouvernementales de Bachar al-Assad, qui, même si elles sont à ce moment encore occupées à la réduction des derniers quartiers d'Alep tenus par les rebelles, eh bien, verraient là quand même le contrôle d'une grande ville, marquant le début de la reconquête de l'est du pays, tout en faisant échec aux prétentions des Kurdes. On a aussi la Turquie, qui a lancé en août 2016 l'opération Bouclier de l'Euphrate. Des troupes turques et rebelles syriens se dirigent vers El-Bab avec la ferme intention d'aller ensuite à Raqqa. Là encore, Erdogan veut faire échec au projet des Kurdes de constituer le Rojava. La Turquie ne veut surtout pas voir cette entité considérée comme l'allié du PKK se constituer sur sa frontière sud, raison pour laquelle Erdogan a tenté de convaincre les États-Unis de soutenir sa force avec ces rebelles syriens, sans succès, puisque c'est au contraire lui qui a été écarté par les États-Unis au profit des FDS. Le fait que l'offensive commence quelques jours avant l'élection présidentielle aux États-Unis est aussi à prendre en compte. Il est dit que Obama a voulu finir son mandat sur une note positive. Le motif stratégique est indispensable pour comprendre le début de cette opération, car si celle-ci intervient quelques jours après l'entrée des troupes irakiennes dans Mossoul, ce n'est pas un hasard. Il s'agit de frapper ces deux fiefs de l'EI en même temps afin de les contraindre à la défensive, sans quoi Daesh pourra envoyer des renforts à Mossoul depuis Raqqa, ou au contraire, les djihadistes pourraient se replier sur Raqqa pour s'y concentrer. Alors, quelles sont les forces qui vont participer à cette bataille ? On va commencer par l'État islamique, parce que c'est là où on va être le plus court.
Nous avons peu d'informations à leur propos, si ce n'est des estimations, et celles-ci varient entre 3 et 4 000 hommes, le nombre de djihadistes présents dans la ville, mais aussi dans toutes les communes situées aux alentours, un peu comme ça s'est passé à Mossoul. Ces combattants sont en partie des étrangers qui ont véritablement colonisé la ville lorsqu'ils se sont emparés de celle-ci en 2013. Ils se sont installés dans les maisons qu'ils voulaient, mais vous avez aussi des adolescents de la région. Alors, les effectifs que je viens de citer sont forcément fluctuants puisque vous avez des troupes qui ont fui Mossoul et qui se sont réfugiées à Raqqa, et en même temps vous avez une partie de ceux-ci, notamment les dirigeants, qui ont quitté la ville dès que celle-ci était menacée. À propos de leur commandement, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'on a l'émir, c'est-à-dire le gouverneur de Raqqa, qui s'appelle Abu Olukman, et donc qui est directement le responsable militaire sur place. Pour ce qui est du reste, je pense qu'on l'apprendra au fur et à mesure. Il en est de même pour leur structure, où il faudra attendre probablement plusieurs années avant qu'on les connaisse en détail. On a dit à un moment donné que al-Baghdadi s'était réfugié dans Raqqa. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc si on fait le total de tout ça, on s'aperçoit finalement qu'il y a peu de forces qui sont mobilisées pour la défense d'une ville qui pourtant est considérée comme la capitale de l'État islamique. Mais alors ça s'explique assez facilement, c'est que au même moment, cet État islamique est mobilisé sur plusieurs fronts en même temps. À Mossoul, évidemment, mais aussi à Palmyre, à Deir ez-Zor, à El-Bab, etc. Donc vous voyez que les quelques forces qu'il leur reste, sont dispersées. Quant au matériel, là aussi, on peut pas dire grand-chose. Alors, je vous renvoie à l'épisode, je crois que c'est le numéro 3, où je parlais des différents matériels utilisés par l'État islamique, et qui viennent en grande partie des dépôts abandonnés par l'armée irakienne. Mais celui-ci, évidemment, a fortement fondu depuis les 2-3 ans de bombardement de la coalition, mais aussi de l'armée russe. Par contre, ce qu'on peut dire, et Stéphane Mantoux l'a très bien montré, c'est que le matériel lourd qu'ils disposaient en Irak, ils l'ont transféré plutôt en Syrie. Il semblerait qu'ils craignent moins l'aviation de la Syrie et de la Russie que les frappes de la coalition qui apparemment sembleraient plus systématiques. Alors, du côté des rebelles, on a les FDS, les Forces démocratiques syriennes, qui n'est pas un mouvement en soi, mais plutôt une coalition, un regroupement de toutes les forces rebelles dans cette partie nord de la Syrie. Elle a été créée en 2015 et ces FDS s'intègrent dans le processus de régionalisation de la rébellion, qui est vraiment très fragmenté, et que je vous expliquerai dans le numéro qui sera dédié justement à la présentation des forces rebelles dans cette guerre civile syrienne. Alors, ces FDS comprennent un total de 40 000 hommes. Mais attention, ces 40 000 hommes ne seront pas dans leur totalité engagés. Selon la déclaration officielle du 6 novembre, c'est 30 000 hommes qui sont engagés dans cette opération Colère de l'Euphrate. Alors, de qui sont constitués ces 30 000 hommes ? Vous avez l'élément essentiel qui sont représentés par les Kurdes. C'est pas tout à fait illogique puisque si vous regardez bien, les territoires contrôlés par les FDS correspondent à peu près aux territoires peuplés par les Kurdes. Ces Kurdes sont regroupés en deux unités. Vous avez les YPG, c'est-à-dire les unités de protection du peuple, mais vous avez aussi sa branche féminine, les YPJ, unités de protection de la femme, et donc qui sont constituées uniquement de femmes. Alors ces deux organisations qui ont été créées dès le début de la révolution en 2011 constituent en fait la branche armée du parti PYD, le PID, Parti de l'Union démocratique, qui est en fait un parti qui demande non pas l'indépendance des Kurdes vis-à-vis de la Syrie, mais leur autonomie. Il constitue l'entité que l'on appelle le Rojava. C'est un espace géographique et politique dans lequel vivent quand même 2 millions d'habitants, dont 60% de Kurdes. Par conséquent, il est mal vu par la Turquie, parce que ce pays considère le PID comme l'allié du PKK, c'est-à-dire l'équivalent kurde, mais du côté de la Turquie, et donc pour les Turcs, ces Kurdes sont une menace. Le YPG dispose aussi d'unités composées de volontaires étrangers, notamment européens, qui s'inspirent un peu de l'exemple des brigades internationales durant la guerre civile espagnole. À eux seuls, ils représentent 30 000 des 40 000 combattants du FDS. Donc c'est pas un élément essentiel, c'est carrément un élément qui est assez écrasant dans cette coalition. Alors le reste est constitué en fait d'une myriade de petits groupes.
Parmi ceux-ci, vous avez les groupes dits tribaux, c'est-à-dire qui sont constitués à partir de personnes, d'habitants, vivant sur le territoire contrôlé par les FDS. Parmi ces groupes tribaux, on a le MFS, le Conseil militaire syriaque. C'est en fait une milice constituée de chrétiens, comme vous pouvez le voir sur la carte, il y en a beaucoup qui vivent dans le secteur, de chrétiens locaux, et qui revendiquent 1500 à 2000 hommes. Il ne faut pas oublier non plus l'armée Al-Sanalid, qui veut dire en arabe l'armée des braves. C'est une milice qui revendique 4000 hommes et qui proviennent de la tribu arabe de Shammar. Alors, cette tribu arabe de Shammar, en fait, vous en avez des éléments aussi bien en Syrie, dans la province par exemple d'Assaké, mais vous en avez aussi en Arabie, en Jordanie, etc. Cette tribu est commandée par Al-Hadi, et donc il commande aussi cette milice. Alors par contre, l'armée Al-Sanalid ne participera à l'opération Colère de l'Euphrate que le 14 novembre, date à laquelle elle annonce officiellement sa participation. Eh bien, il nous reste le dernier élément de cette coalition, c'est les différents groupes appartenant à l'ASL, à l'armée syrienne libre. Donc tous les groupes que je vais citer appartiennent à cette ACL. Mais attention, chacun de ces groupes sont en fait des groupes qui regroupent eux-mêmes plusieurs unités. Et ces unités, le problème c'est qu'elles combattent dans plusieurs secteurs en même temps. Par exemple, vous pouvez avoir cette unité donc qui va avoir des effectifs à Raqqa, mais une autre partie à Homs ou à Hama, peu importe. Et ce qui fait que les effectifs que je vais annoncer ne veut pas forcément dire que ce sont les effectifs qui vont participer à cette opération Colère de l'Euphrate. En tout cas, l'ensemble de ces groupes de l'ASL totalise entre 4000 et 5000 hommes. Alors je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont vraiment nombreux, je vais citer les deux principaux. Le premier, c'est Jaish al-Thawar, qui veut dire l'armée des révolutionnaires, qui est composée donc de plusieurs unités. Le groupe est commandé par Ali Barad et revendique 3000 hommes en 2015. Mais une seule partie de ses forces sont dans le secteur d'Assaké. Vous avez un autre groupe qui s'appelle l'Iwatuwar al-Raqqa, les brigades révolutionnaires de Raqqa. C'est un groupe qui est composé de Kurdes arabophones, mais aussi d'Arabes de Raqqa et de Deir ez-Zor, qui revendiquent 800 combattants commandés par Al-Raqqao. Il me faut également vous citer la brigade des Faucons de Raqqa, qui est une milice arabe constituée de natifs de la ville de Raqqa et qui est affiliée à l'ASL depuis assez longtemps. Alors son objectif c'est la reprise de la ville et c'est une unité clé parce que avec ses 1000 combattants aguerris, elle va constituer le gros des forces de l'ASL qui va participer notamment dans la première phase de la bataille. Alors cette unité est commandée par Fayyad Ghanim. Il existe également une myriade d'autres petites unités de moindre importance que je ne peux pas ici vous présenter, alors je vais juste citer leurs noms. Donc vous avez la brigade des révolutionnaires de Tel Abyad, il y a la brigade des martyrs de Raqqa, la brigade des libres de Raqqa, et il ne faut pas oublier les Turkmènes, qui sont une autre ethnie qui constitue le peuple syrien, et qui sont représentés par la brigade des martyrs Amam al-Turkman. Bref, une coalition très hétérogène, dont les éléments ont des projets contradictoires. Il est par exemple pas question pour les nationalistes arabes de l'ASL de voir une région kurde autonome se former, et ils voient d'un mauvais œil les troupes kurdes s'approcher de Raqqa, qui est plutôt une ville qui est peuplée d'Arabes. Alors si on ne connaît pas grand-chose sur la structure interne de cette coalition, c'est-à-dire l'organisation intérieure des unités, au niveau de la compagnie, des bataillons, etc., la seule chose qu'on sache, c'est que les Kurdes sont organisés, eux, en brigades. En revanche, on sait pas mal de choses sur le matériel, qui, à l'image de cette coalition, est très hétéroclite. Il y a beaucoup de matériel qui a été piqué à l'armée syrienne gouvernementale, mais aussi aux djihadistes. Alors parmi ce matériel, vous avez évidemment les pick-up, Toyota, mais également des technicoles, c'est-à-dire des camions ou des pick-up sur lesquels on a greffé des systèmes d'armement qui peuvent être très variés. Lorsque vous regardez ces images, vous pouvez apercevoir que ces véhicules ont été en quelque peu modifiés par l'ajout de blindage maison.
Alors là, je vais pas mal m'appuyer sur un article de deux Hollandais que sont Stijn Schmitzer et Joost Holliman, qui sont contributeurs de blogs et de sites portant sur la chose militaire et qui sont actuellement dans l'écriture d'un ouvrage portant sur l'armée populaire de Corée. Alors cet article s'appelle « Le IPG va améliorer ses blindages dans le nord de la Syrie ». Alors cet article part d'un constat, c'est que le IPG est l'un des acteurs de la guerre civile syrienne qui possède le moins de blindés et par conséquent, ça fait d'eux l'un des principaux producteurs de blindages bricolés. Alors ces blindages, ils sont construits, il y a deux ateliers en fait, il y en a un qui est situé à Afrin, dans le gouvernorat d'Alep, et vous en avez un autre qui est dans le gouvernorat d'Assaké. Alors ensuite, l'article donne une série d'exemples, notamment les BTR 60, qui se voient ajouter des garde-boue, des jupes d'acier qui permet de couvrir les pneus. Pour les BMP1, vous avez l'ajout de blindage supplémentaire sur la tourelle et le moteur. Vous avez également les MTLB, dont le IPG en possède seulement 6, et ces 6 exemplaires viennent forcément d'Irak. Ça veut dire qu'en fait c'est des véhicules qui ont été chopés par l'État islamique, et ensuite les IPG les a chopés sur eux, puisque les MTLB, il n'y avait que l'Irak qui en possédait, ce n'était pas le cas de l'armée syrienne. Donc ils sont améliorés par l'ajout eux aussi de garde-boue, et parfois d'une tourelle à mitrailleuse complètement bricolée. Pour ce qui est des T55, selon l'auteur, le IPG en possède désormais une quantité respectable. Alors encore une fois, capturé essentiellement sur l'État islamique. Parfois, il se voit ajouter une nouvelle mitrailleuse, une nouvelle peinture et également des garde-boue et des caisses. Alors les Kurdes font vraiment feu de tout bois. Là où normalement un véhicule serait abandonné après la destruction de sa tourelle, les Kurdes, eux, récupèrent le châssis et lui ajoutent une tourelle qui est fabriquée maison, comme par exemple ce T55 qui a une tourelle qui n'est absolument pas celle d'origine, mais c'est une tourelle par contre qui a un armement léger. Alors ce sont, si j'ai des bons souvenirs, ce sont 2 canons de 14 mm. Alors vous avez également des M1117, surnommés Guardian. Alors vous avez plusieurs de ces véhicules qui ont été repris à l'armée irakienne, et d'autres qui ont été capturés à l'État islamique, et auxquels sont adjoints des tourelles rudimentaires, également des garde-boue et des plaques de blindage supplémentaires. Quant à des T72, et le IPG en possède 3, ils reçoivent une cage complète de lamelles qui sont efficaces contre les charges creuses. On sait également que vous en avez 2 qui sont pilotés par des femmes. Alors à côté de ça, vous avez des blindages bricolés qui sont indescriptibles, aussi monstrueux qu'inefficaces. Alors, dernier point, il s'agit de l'appui de la coalition, car évidemment, les troupes des FDS ne combattent pas seules, elles sont appuyées par les différentes nations qui constituent cette coalition contre l'État islamique. Alors, les FDS font l'objet d'une aide dans le cadre d'un programme d'entraînement et de fourniture d'équipement. À la fin d'octobre 2016, vous avez le lieutenant-général de l'armée américaine Stephen J. Townsend qui a déclaré que les commandants du FDS planifieront l'opération avec les conseils des troupes américaines et de la coalition. Et à partir de novembre, vous avez à la fois des conseils militaires et plus de 300 hommes des forces spéciales des États-Unis qui ont intégré les rangs des FDS dans l'offensive de Raqqa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Alors, je vous fais la promesse, c'est que dès demain, je vous publierai le numéro suivant. Donc, je vous donne rendez-vous à demain soir. D'ici là, n'hésitez pas à me poser des questions. J'ai plus qu'une chose à vous dire. Longue vie et prospérité!